Alors Didier, nouveau test de voiture électrique, pas n'importe quelle voiture électrique. Hein. Oh là là, mais regarde-moi comme elle est belle, cette Mustang Mach-E Idriss. Alors première Mustang 100% électrique, là, ça va faire criser un peu les puristes, mais nous on l'a essayé là dans les petites routes, ça renvoie quand même sévère, t'es d'accord? Bah écoute, on a eu de la chance, hein. On l'a eu pendant 5 jours cette voiture, on a pu parcourir, enfin tu as pu parcourir plus de 2000 km, donc il va y avoir beaucoup de choses à dire. Oui, bah sur la consommation, est-ce que les promesses sont tenues aussi en termes de puissance de charge? Et puis t'as vu l'écran à l'intérieur, c'est une écran de Tesla. Beaucoup de technologie, une application, bref, une longue vidéo pour tout vous dire sur cette Mustang Mach-E. C'est parti! Alors Didier, cette Mustang, c'est la première fois qu'elle adopte le gabarit du SUV. C'est d'ailleurs ce qui a fait grincer beaucoup de dents. Mais pour autant, bon, moi j'étais pas très fan en photo. Et quand tu la vois en vrai, franchement, elle est très réussie. Bon, elle garde certains des attributs de la Mustang, hein, notamment les feux. Et pour le reste, qu'est-ce que tu en penses toi? Et puis le petit côté hatchback aussi derrière. Et franchement, tous les gens qui l'ont vu dans la rue, ils nous ont posé des questions. Ils ont adoré le style. Globalement, elle plaît quand même beaucoup. Et puis surtout, regarde, elle a de la puissance. J'ai pris mes petites notes. Le 0 à 100 abattu en 5 secondes, sachant qu'il y a une version GT qui va la battre en 3 secondes, donc c'est pas mal. 415 à 565 Nm de couple, des moteurs de 250 à 337 chevaux, sachant qu'il y a une version 4x4 aussi ici. Donc finalement, tu vois, on a de la puissance, on a du style, on a quand même tout l'ADN de la Mustang. Alors Didier, on est au niveau du coffre avant, un coffre avant qui sera dépourvu de ce système de sécurité qui est réservé aux États-Unis, si je ne m'abuse. T'en penses quoi, toi, de ce coffre? Il est bien large. Oui, tu peux mettre une bonne valise cabine. Et puis regarde, il y a une petite valve à l'intérieur, ça permet de mettre des vêtements sales, j'en sais rien, des glaçons avec les bières, hein, c'était dans la campagne de pub. Et effectivement, c'est un moyen de se démarquer de Tesla en disant, bah voilà, ici, là, tu peux mettre des saletés et aller tout nettoyer au jet. Alors Didier, à l'avant gauche de la voiture, tu as la trappe d'accès au connecteur, une trappe manuelle. Hein. Toi, tu aurais voulu qu'elle soit mécanique, mais moi, je trouve que c'est mieux parce que c'est une panne potentielle en moins. Ici, tu as donc la prise combo avec un indicateur lumineux qui t'indique le niveau de recharge. Ça, c'est très pratique, hein, ça t'évite de lancer l'appli et tout. Et puis, qu'elle soit à l'avant, je trouve ça bien puisque tu rentres en avant vers les bornes. Par contre, une petite remarque amusante, tu peux conduire avec ça ouvert. Voilà, j'aurais aimé une petite sécurité, tu vois. Mais Driss, on l'ouvre comment cette Mustang? Eh ben écoute, tu as plusieurs méthodes. Tu as la plus simple, c'est t'appuies sur le bouton, ça entrouvre la porte et tu prends cette petite poignée qui est beaucoup plus discrète et beaucoup plus pratique que celle des Tesla Model 3. Sinon, tu as un code de secours que tu peux notamment prêter à quelqu'un si tu veux et que tu définis quand tu veux au niveau de l'infodivertissement. Et tu as une autre solution comme les serrures connectées à la maison que tu connais bien avec ton smartphone. Et oui, le Bluetooth surtout, Driss, c'est pas du RFID, il peut rester dans ta poche, donc c'est exactement comme chez Tesla. Et ça, qu'est-ce que c'est pratique? Tu t'éloignes de la voiture, elle se ferme toute seule, tu l'arrives, t'as les courses dans les mains et tout, tu peux ouvrir le coffre. Par contre, nous, tu vois, on n'avait pas l'option, regarde, le rétro, il se rabat pas automatiquement, et du coup, je savais jamais si la voiture était fermée ou pas. Du coup, j'ai utilisé essentiellement cette bonne vieille clé. Alors, c'est quand même un comble avec autant de technologie de se rabattre là-dessus, mais ça, c'est vraiment une option à prendre, hein, je vous le garantis. Mais Driss, il est pas très grand, ce coffre, pour une grosse voiture comme ça. Bah écoute, c'est un SUV compact, hein, donc effectivement, tu peux mettre 3-4 bagages cabine. Pour une famille nombreuse, c'est un peu léger. En revanche, tu as quand même le double fond, ce qui est pratique pour ranger tes câbles. Et puis tu as un coffre devant, Driss, on l'a vu, hein, avec le bagage cabine, il rentre quand même bien. Tu peux l'ouvrir aussi depuis l'application mobile, assez pratique. Et également avec le coup de pied, et le coup de pied qui fonctionne vraiment très très bien. Et surtout qu'on n'a pas chez Tesla, Driss. T'as vu comme c'est beau là? Regarde. Regarde-moi ça, Driss, comme c'est beau. Cette petite animation là. Ils se sont fait plaisir. Hein. Alors Didier, on est dans une voiture électrique, donc forcément la question que tout le monde se pose, qu'en est-il de l'autonomie? Et bah ça tombe bien, Driss, parce que je t'ai préparé un petit sujet. J'ai fait beaucoup de bornes, hein. On a fait 2000 km avec beaucoup d'autoroutes. Donc on va voir un petit peu tout ce qui est planificateur, puissance de charge, voilà, recherche de bornes. Donc je me suis fait peur quand même un petit peu, je t'avoue, mais bon, c'est ça, hein, on prend des risques pour vous les amis. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de se faire un vrai trajet autoroute, donc Paris, sud de la France. En gros, on va surtout utiliser la cartographie intégrée. Ça c'est très important puisque en fait, il va vous référencer donc toutes les petites bornes Ionity comme sur les superchargeurs chez Tesla. Et surtout, il va préchauffer la batterie, ce qui permet d'avoir les meilleures puissances quand vous arrivez au chargeur. C'est ce qu'on va aller vérifier ensemble. On va aussi parler évidemment de consommation. Alors là, on part de Paris pour aller jusqu'à Nîmes. Et vous voyez les petites bornes de charge, donc il vous met les temps de charge, 1h30. Et si vous regardez le trajet, donc il vous met bien toutes les Ionity. Donc voilà, on voit ici
Voilà, vers la réserve, là un petit peu avant Lyon, la Montélimar, j'imagine. Donc c'est un petit peu comme chez Tesla, c'est plutôt pas mal. Alors regardez, si vous utilisez la navigation de la voiture, vous avez un petit menu à gauche qui est hyper pratique, puisqu'il vous indique déjà le pourcentage de la batterie, ensuite le nombre de kilomètres jusqu'à la borne et le nombre de kilomètres, enfin l'autonomie finalement de votre voiture. Donc elle doit être évidemment supérieure au nombre de kilomètres jusqu'à la borne. Si c'est pas le cas, vous êtes assez mal. Bon, petit point conso sur autoroute, autour de 130 km/h. Sur le plat, on est voilà un petit peu en dessous des 30 kWh au 100, donc ça reste quand même assez élevé. Ce qui veut dire qu'avec notre batterie, on peut faire à peu près 300 vrais kilomètres. Là, en hiver, il fait 0 degré, il y a le chauffage, donc c'est quand même pas les températures idéales. Ce qui reste plutôt bien, c'est-à-dire qu'en été, on devrait pouvoir largement dépasser les 300 km. Je précise avec la grosse batterie. Alors on va parler un peu des specs théoriques, puisque ici on a donc deux batteries au choix, 75,7 ou 98,8 kWh complète, hein, donc en capacité utile c'est un peu moins, sachant que ça nous offre donc théoriquement aussi entre 420 et 600 km suivant les versions, sachant que notre version 4.4 ici elle n'a que 540 km d'autonomie avec la grosse batterie. Évidemment vous pouvez charger de manière assez rapide sur Ionity, entre 115 et 150 kW pour la grosse batterie, c'est ce qu'on va aller vérifier, ce qui offre à peu près entre 85 et 120 km en 10 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vous restez 10 minutes, vous pouvez quand même recharger pas mal. Le 10-80% se fait entre 38 et 45 minutes. Là aussi, c'est plutôt cool, sachant que vous arrivez rarement quand même à 10%. Vous pouvez aussi vous charger sur les bornes de village en 11 kW. Donc là, voilà, c'est un petit peu le standard, ce qui permet de récupérer 80% en 6 heures à peu près. Et puis, vous avez aussi toujours la solution de la prise domestique. Et si vous avez un bon chargeur, je vous mettrai d'ailleurs le lien en description. Vous pouvez charger jusqu'à 3,7 kW. Donc, vous voyez que c'est quand même pas mal. Vous récupérez en général ce que vous avez consommé pendant la nuit. Bon, là, on est en train de charger. Vous voyez qu'on est à 76%. Il nous dit qu'on a déjà chargé donc pour 315 km. Il vous met aussi le temps pour aller jusqu'à 80%, ce qui est quand même voilà le seuil un peu idéal si vous voulez pas vous arrêter trop longtemps, puisque jusqu'à 80% ça charge assez rapidement. Alors sur le grand écran ici, par contre, on n'a pas beaucoup d'infos, on n'a pas la puissance de charge par exemple. Par contre, on a la distance pour la prochaine station. Vous voyez qu'elle est à 250 km, donc avec 80% là, on va pouvoir bientôt arrêter la charge. Et puis regardez sur l'application. Alors l'application, elle se met pas toujours à jour en temps réel ici, mais voilà, il faut la rafraîchir un peu manuellement. Des fois ça prend du temps, mais regardez, on a aussi des infos. On n'a pas l'info de puissance, mais il nous dit voilà combien de temps il faut rester jusqu'à 80%, si la charge est rapide ou pas. Donc c'est quand même pas mal au niveau des informations. Alors par contre, regardez, on peut pas payer directement depuis la voiture, quelque chose qu'on peut faire dans le groupe Volkswagen, mais mon petit doigt me dit que ça pourrait arriver très bientôt, hein. C'est quasiment le cas de tous les constructeurs membres du consortium Ionity. Bon alors là, ma prochaine aire est à 250 km, donc je voulais essayer de charger avec un petit peu plus de 80%, puisque là il m'indique 349 km, mais ça me paraît quand même assez optimiste sur de l'autoroute, surtout l'hiver. Voilà, il fait moins 1 degré avec le chauffage, etc. Mais voilà, ça charge beaucoup trop lentement. Les quelques pourcentages au-dessus de 80% prennent beaucoup de temps. Donc j'ai plutôt essayé d'y aller, et c'est bien parce que je vais arriver à la station, je vais être assez vide. A priori, la batterie aura préchauffé puisque j'utilise donc le système, et on va voir un peu si on a effectivement des puissances un peu plus élevées quand on est dans le fond de la batterie finalement. Bon les amis, c'est un peu le stress, 20 km jusqu'à la borne, 13%, donc je vais arriver sûrement à 5%, je sais même pas si la voiture se comporte bien, elle peut encore rouler. Donc là je me suis mis à 110, j'ai enlevé toute la clim, j'ai même mis mes gants tellement j'ai froid. Donc voilà, c'est pour vous dire que les estimations quand même sont assez fausses. Là surtout il se réadapte pas à chaque fois, il me dit pas que je pourrais pas arriver par exemple. Et c'est vrai que là on se pose quand même la question de savoir si on peut arriver. Et ça laisse aussi un dernier point, c'est-à-dire que si vous n'avez pas chargé à 100%, donc que vous chargez que à 80%, si vous n'avez pas la grosse batterie, là c'est des trajets que vous pouvez tout simplement pas faire. Donc voilà, c'est bien à prendre en compte en l'état des bornes évidemment aujourd'hui, mais il y a encore des bornes voilà tous les 250 km et c'est pas assez en hiver. Alors pour charger, Ford vous file un petit badge. Alors vous savez que Ford est membre de Ionity, donc vous avez des tarifs préférentiels. Celui-là il est gratuit pendant 1 an et le prix au kilowattheure est à peu près le même que chez Tesla, donc c'est tout à fait intéressant. Par contre, voilà, il y a Total, il y en a d'autres qui vont arriver, donc forcément l'ordinateur de bord privilégie Ionity. Vous pouvez toujours aller chez Total, mais ça va être un petit peu plus cher. Donc voilà, il faut savoir qu'il faut quand même jongler malgré tout. Mais ce badge-là, en tout cas, fonctionne dans la plupart des stations qu'on a testées, et je trouve ça cool de donner ça, voilà, aux gens qui achètent la voiture, de savoir que là vous allez payer pas trop cher et surtout que ça va marcher sur la plupart des bornes. Et il vous met quand même des bornes super bizarres, par exemple Intermarché. Vous voyez ici, si je clique sur détail, ouais, c'est une 50 kW, donc c'est quand même pas terrible.
Voilà, donc on arrive à peu près à la fin de notre périple, donc Paris-Montélimar. On a mis à peu près 7h30, 8h, donc ce qui est en gros une bonne heure de plus que ce que vous feriez en thermique à peu près. Donc ça va, je trouve que c'est encore honnête, sachant que si vous devez manger au milieu, finalement on fait vite une heure de plus que si on prend juste de l'essence. Donc plutôt cool. Par contre, il faut faire attention. Comme on charge qu'à 80%, il faut vraiment pas louper les stations. Mais là, sur ce trajet-là, on va dire que ça va tout juste. Mais il y a des trajets qui pourraient sans doute être encore un petit peu compliqué, du moins en l'état du réseau français. Bon, pour ceux qui sont nostalgiques du V8, Ford a rajouté un petit bruit, écoutez bien. Et ça c'est sympa quand même. Bon, petit 0 à 130 les amis, c'est parti. Oh là là, ça pousse moins que l'Audi e-tron quand même, mais ça pousse pas mal. Alors la conduite semi-autonome fonctionne assez bien, vous voyez qu'on peut lâcher le volant, il nous maintient bien au milieu des voies, il y a le régulateur adaptatif, donc vraiment on n'est pas très loin de Tesla. Par contre, il y a quand même deux défauts. Le premier, c'est que quand vous mettez votre clignotant pour doubler, le temps que vous doubliez, il a tendance à freiner à l'approche du véhicule plutôt que d'accélérer. Et puis surtout, il voit pas les autres voitures, par exemple là il voit pas s'il y a des voitures à gauche, et du coup ça gêne pas du tout de doubler par la droite, contrairement à Tesla qui a une vision beaucoup plus globale de la route. Alors là, sur des petites départementales comme ça, regardez, on a une consommation tout à fait raisonnable. On est à 13-14 kWh au 100, donc vraiment très économe. D'autant que là, on s'est quand même baladé dans les petits villages qui montaient et qui descendaient. Donc là, si vous n'avez pas trop le pied lourd, vous pouvez vraiment faire vos 400-500 km avec cette Mustang. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on sait jamais si on charge ou on décharge la voiture. Moi, j'aime bien savoir si je récupère des kilowattheures ou ma consommation instantanée. Alors, ça va peut-être venir avec une mise à jour, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout qui est indiqué. Alors là on s'est arrêté pour charger en CCS et vous voyez que la puissance maximale est à peu près à 125 kW, donc c'est quand même bien en dessous des 150 kW promis qu'on a par exemple chez Audi. Et puis il faut savoir qu'après 80% ça baisse drastiquement, mais voilà, bon, c'est déjà pas mal, 120 kW, ça charge quand même assez vite, on fait le 20 à 80% à peu près en une demi-heure. Donc là on a réussi quand même à faire une pointe à 150 kW, ce qui était quand même ce qu'on nous a promis. Après on descend très vite à 120 et on descend très vite à 100, et même là à 60% on est plutôt autour de 80 kW. Donc pas incroyable, moi je m'attendais à beaucoup mieux et surtout que ce soit beaucoup plus stable, au moins à 120-130 kW. Là c'est pas du tout le cas. Alors même si j'aime beaucoup ce cockpit, je trouve que l'écriture est très très lisible, c'est écrit bien gros, on voit aussi bien la cartographie, on voit à gauche toute la partie électrique, donc vraiment très sympa là-dessus. Par contre, moi j'aurais aimé avoir toutes ces infos dans le pare-brise, très logiquement. Là c'est pas le cas. Est-ce qu'ils vont mettre ça sur les prochains modèles? J'espère, mais c'est vrai qu'à ces tarifs-là, on aurait aimé un affichage tête haute, d'autant que quand on y est habitué comme moi, c'est très dur de s'en passer. On a fait pas mal de kilomètres avec cette Mustang Mach-E et vraiment elle était très agréable, que ce soit sur autoroute, sur des petites départementales comme ici ou même en ville, d'autant qu'on a la fonction e-pédale, vous savez, pour conduire à un pied. Alors attention, puisque quand on relâche la pédale, il y a un peu d'inertie, c'est pas comme chez Tesla, elle s'arrête pas quand on est en haut, donc il faut actionner quand même encore un petit peu la pédale de frein, mais je dirais que 90% du temps, vous pouvez le faire comme ça à un pied, c'est très agréable. Bon, petit tour de cette application Ford Pass, regardez, qui est plutôt jolie avec cette belle Mustang de la bonne couleur. Vous voyez ici aussi le niveau de charge et la distance en kilomètres, mais attention, c'est pas temps réel. Regardez, la voiture est en train de charger à 75% et là il nous met 73. Donc voilà, vous avez aussi une estimation de la distance restante. Vous voyez que le refresh est quand même long par rapport à Tesla notamment. Alors je vous montre aussi sur cette page d'accueil, on a 3 boutons, notamment pour la démarrer et pour la verrouiller ou la déverrouiller. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, on ne sait pas si elle est verrouillée ou pas, donc ça c'est dommage. Apparemment ça va arriver, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite vous avez aussi des boutons pour activer ou désactiver par exemple l'ouverture des fenêtres, ça peut être assez utile si vous voulez aérer. Vous pouvez aussi klaxonner évidemment, ouvrir le coffre arrière, pas le coffre avant. Donc voilà, une application plutôt claire en apparence, mais quand même entre le refresh et puis l'absence de statut, on sent que par rapport à Tesla il manque quand même encore des infos.
Alors on passe à la partie véhicule et regardez ici on a un petit peu plus d'infos. Déjà là on voit qu'on est en charge rapide, donc il nous dit voilà l'estimation pour charger jusqu'à 80%, l'estimation jusqu'à 100% aussi. Par contre tout ça est pas très temps réel. Par exemple ici regardez le pourcentage 73 alors qu'on est à 79. Donc voilà, c'est un peu bizarre qu'ils mettent pas à jour un petit peu plus facilement le véhicule. Alors attention, vous pouvez aussi donc ici accéder à d'autres paramètres de recharge. Donc vous voyez ici on a un petit peu de détails mais on n'a pas la puissance par exemple. Donc voilà, on a toujours les heures de fin mais on n'a pas beaucoup plus, et même si on met voir plus, vous voyez ici, voilà, si je clique, j'ai un petit peu plus d'informations. Donc là, bon, il nous dit effectivement les horaires prévus, la distance, etc. Mais les kilowattheures, regardez là, ça s'affiche pas par exemple. Il nous dit le type de charge, le type de réseau, bon, le lieu. Mais voilà, quand on charge, on aimerait avoir un petit peu plus d'informations. Alors un truc qui est intéressant qu'on retrouve aussi sur certaines voitures, c'est des paramètres de charge en fonction des horaires ou de la localisation. Par exemple, regardez ici, on a par exemple, voilà ici, vous pouvez définir, quand vous arrivez à cet endroit-là, par exemple 1 rue du 1er mai à Nanterre, hop, là vous voulez charger par exemple qu'à 90%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Puis vous pouvez le paramétrer aussi pour le week-end, pour la semaine, vous pouvez définir un petit peu les horaires. Donc ça c'est assez pratique, ça permet effectivement, il y a certains endroits où on a envie de charger qu'à 80% pour préserver la batterie, et puis inversement si on est sur l'autoroute, etc., là on veut du 100% pour essayer d'avoir le maximum d'autonomie. Alors une fonction aussi qu'on retrouve dans pas mal de véhicules, c'est de programmer une heure de départ en fait pour préchauffer le véhicule, surtout en hiver là. Par exemple comme il fait froid, alors vous avez pas mal de petits paramètres en fonction du jour de la semaine, l'heure évidemment préférée, et puis la température de l'habitacle donc que vous pouvez régler. Donc ça c'est vraiment très très sympa, surtout en ce moment où il fait assez froid. Alors la voiture vous offre, ça je trouve ça très pratique, des journaux de voyage par exemple, pour voir tout ce que vous avez chargé. Par exemple regardez ici, voilà, il nous dit qu'on a rajouté 75% de batterie, que ça a pris 7 heures, voilà les horaires et les débuts de fin de charge. Donc si jamais vous avez des problèmes pour la facturation par exemple, ça peut être assez intéressant, ou tout simplement voir combien tout ça a pris comme temps a posteriori si vous voulez étudier vos trajets. Alors vous avez beaucoup de notifications sur cette voiture, vous pouvez évidemment les gérer de manière individuelle, mais c'est très pratique. Par exemple si quelqu'un vous débranche la voiture accidentellement, ou alors si vous avez eu un problème de charge, ou si la voiture est chargée tout simplement. Donc ça c'est des choses qui sont très utiles si vous n'êtes pas à côté du véhicule, et moi je trouve ça très bien de pouvoir les paramétrer. Surtout ça a très bien fonctionné durant nos essais. Bon évidemment on a un petit peu de carto, ne serait-ce que pour positionner le véhicule, donc ça c'est assez pratique. Vous pouvez aussi regarder en dépliant ici, chercher des bornes de charge. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est assez efficace, et il vous les met ici en bas, donc vous pouvez effectivement les parcourir comme ça, mais vous pouvez aussi les filtrer. Par exemple ici moi j'ai mis un filtre pour les charges rapides, membre du réseau Ford, et puis vous pouvez mettre qu'il soit disponible, donc vous appliquez les filtres et puis il va vous mettre un petit peu la liste des bornes. Alors si vous cliquez sur les bornes, regardez, vous avez le détail, et ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez par exemple voir donc les types de prises, l'occupation, et ça c'est temps réel, ça marche plutôt bien. Et puis surtout vous pouvez voir le prix, regardez ici par exemple c'est 18,75 € de l'heure. Ici on est chez Ionity, donc assez pratique et assez complet finalement. C'est je dirais presque aussi complet que ChargeMap. Il manque juste voilà les notes des utilisateurs, les commentaires, mais ça je pense que ça peut arriver dans les prochaines mises à jour. Alors si vous tirez ici, vous avez pas mal de petites options. Je vais surtout vous montrer le planificateur d'itinéraire. Donc là vous cliquez ici, et ça va vous permettre donc de créer un plan de route. Regardez ici, j'ai mis Paris, et il m'a fait le trajet en fait comme chez Tesla. Il vous donne tous les petits chargeurs. Alors il privilégie quand même largement Ionity, même si des fois j'ai vu des bornes quand même un peu bizarres au milieu. Des fois il faut sortir un peu de l'autoroute, mais globalement ça marche quand même bien. Et regardez, il y a surtout voilà tout le trajet qui est prévu avec le pourcentage à chaque fois. Voilà ici par exemple il nous dit on va s'arrêter, on va recharger par exemple tant de pourcents, on va s'arrêter tant de temps. Donc ça c'est très bien, même si je trouve que le planificateur est pas très bon en termes d'estimation d'autonomie de la voiture, mais ça je pense qu'ils vont l'améliorer au fil du temps. En tout cas quand ça marchera très bien, on pourra vraiment se passer de toutes les applications tierces. Alors en principe, ces itinéraires devraient se retrouver ici, c'est-à-dire dans la navigation de la voiture. Bon là, ça fonctionne pas, mais j'imagine comme c'est des modèles de pré-série, ils ont peut-être encore des soucis au niveau de la synchronisation. Mais en tout cas, l'idée c'est quand même de pouvoir préparer son trajet sur le téléphone, et puis effectivement de le repasser sur la voiture. Alors ils ont aussi une section que je trouve très bien qu'ils appellent messagerie. En fait c'est un historique de tout ce qui s'est passé autour du véhicule. Donc l'historique de charge, vous avez par exemple les tarifs de charge, vous avez aussi ce qui s'est passé au niveau de la charge, à quelle heure il a fini de charger, s'il y a eu une bonne synchronisation par exemple de vos horaires de départ, quand l'alarme aussi c'est enclenché, ça peut être assez intéressant de savoir à quelle heure, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc là tout le monde le propose pas, mais moi je trouve ça très bien d'avoir une espèce de journal de bord comme ça. Voilà, donc une application dans l'ensemble assez complète, même si pour moi il manque quand même des fonctions de base comme l'état des ouvrants par exemple, comme pouvoir ouvrir
ouvrir le coffre de devant, comme pouvoir voir aussi les puissances de charge. Voilà, c'est des choses qui j'espère vont arriver bientôt. Mais sinon il y a beaucoup de docs, beaucoup d'historique. Des fois c'est un petit peu compliqué, il y a des menus un peu qui se rejoignent partout. Moi j'aimerais des choses un petit peu plus simples, hein, comme chez Tesla. Par exemple dans la programmation d'itinéraire, c'est pas encore très clair, faut cliquer sur plein de choses pour voir le détail des bornes. Donc voilà, ça manque encore un petit peu de finition, mais je dirais qu'on est quand même sur le bon chemin. Globalement, c'est une des meilleures applis, en tout cas une des applis les plus complètes que j'ai vues en dehors de Tesla. Bon Driss, elle est comment à conduire? Moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était une voiture très confortable et quand même dynamique, t'es d'accord avec moi? Bah 100% d'accord avec toi, c'est vrai que c'est très confortable déjà vu les sièges qui sont très accueillants. Tu as aussi des suspensions qui sont typées très souples, même quand là on est réglé en mode sport, untamed, ça reste très souple en suspension. L'inconvénient c'est que le comportement dynamique, si tu veux un peu t'amuser dans les virages, la voiture forcément elle est un peu haut perché et puis ça pompe au niveau des suspensions. En revanche, ce que j'aime bien c'est que les mouvements de caisse latéraux sont bien maîtrisés. Donc voilà, et puis il y a une autre chose, c'est qu'une fois que tu as pris la mesure des dimensions de la voiture, c'est très facile à conduire et elle est extrêmement agile. Alors après, en mode untamed, t'es pas scotché à ton fauteuil. Ceci étant, tu as suffisamment de reprise, tu vois, pour les dépassements. Bon Didier, première chose qu'on remarque quand même, c'est que la finition, écoute, ils se sont pas foutus de nous chez Ford. C'est hyper beau. Là, regarde, on dirait un petit peu des inserts carbone, on dirait du cuir, même si je pense que ça n'en est pas exactement. Puis il y a des petits plastiques moussés. Vraiment, par rapport à Tesla, on est un petit cran au-dessus quand même. Ouais, clairement. Et puis regarde, par rapport à une Model 3 par exemple, tu as le premier écran et tu as un écran d'instrumentation. Bon, ceci étant, il y a quand même pas mal de boutons qui restent, notamment là par exemple pour régler les rétroviseurs. Alors bon, ça c'est le genre de truc qu'on pourra voir dans l'écran principal. D'ailleurs regarde, il y a un petit bouton là sur l'écran. C'est marrant ça quand même. Ouais, et bizarrement il ne sert qu'à régler le volume. Ouais, alors c'est plutôt pour le passager, s'il veut régler le son, mais lui le passager, il pourrait le faire, tu vois, avec l'écran tactile, il a pas besoin de regarder la route. Alors que moi, ça me gêne beaucoup plus, c'est d'avoir la clim ici, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, parce que moi, en tant que conducteur, je peux régler le volume ici, donc je vais pas aller chercher ce bouton là-bas. En revanche, pour régler la climatisation, je vais être obligé de beaucoup baisser le regard et de regarder tout en bas là, ici. Surtout si tu veux régler la clim. Si tu veux régler un petit peu finement, tu vois, les sièges là, il faut quand même, les boutons sont pas gros, il faut quand même garder un petit peu l'œil dessus, donc ça, en conduisant, c'est quand même un petit peu dangereux. C'est moins évident. Alors après, comme on l'a dit, tu as cet écran d'instrumentation, moi je trouve qu'il est super pratique, écoute, tout en largeur, tu as plein d'informations, notamment ici le rappel de navigation, et finalement tu t'en conviens très bien, donc le fait que tu n'aies pas d'affichage tête haute, rien à faire. Non, par contre, j'aurais aimé le personnaliser. Tu vois, on est dans une Mustang. Moi, j'aurais bien aimé un petit écran avec les petits cadrans ronds, avec un petit cheval qui court au milieu. Enfin, un truc un petit peu sportif. Là, c'est vrai que ça fait un petit peu austère quand même. Bon, après, la résolution, elle est quand même élevée. Là, tu vois pas un pixel. Je me mets le nez contre l'écran. Tu vois absolument rien. C'est bien contrasté également. Bon, il y a des petites histoires d'interface. Là, ça, j'aime pas, ce petit rectangle. Bon, peu importe. Et quand vous roulez, les petits triangles, là, il y a une petite animation. C'est très discret, c'est très raffiné. C'est vraiment bien réussi. Alors Didier, ce grand écran, c'est déjà un premier truc, c'est que l'interface elle est super jolie, je trouve. C'est très joliment dessiné, c'est moderne, c'est bien quoi. On n'est pas sur on sent l'inspiration un peu Tesla quand même, avec le petit fond blanc et tout. Alors tu as plusieurs niveaux. Tu as un premier niveau ici avec uniquement les réglages de confort, donc les sièges chauffants, le volant et la climatisation. Alors on va vous montrer, vous avez un accès direct ici au flux par exemple, et sinon quand tu appuies ici, et boum, effectivement ça rappelle un autre constructeur. C'est joli quand même, c'est assez sympa. Ouais. C'est très bien fait, puis tu as ce petit volet là, tu vois, que tu peux tirer. Évidemment, en conduisant, on le disait tout à l'heure, c'est quand même un peu pénible, mais bon, voilà, tu as le réglage minimal en fait, qui est quand même à portée de doigt. Moi, j'aurais juste aimé que les boutons soient peut-être un peu plus gros, tu vois, parce que là, il faut vraiment regarder où tu mets le doigt. Alors ici, ensuite, tu as un deuxième niveau avec les applications, les widgets que tu as utilisés récemment. En fait, ça va plus loin que ça, Driss. C'est-à-dire que c'est de l'IA. Il va changer ça dynamiquement. Par exemple, si tu as utilisé CarPlay, tu peux rebasculer sur CarPlay. Si tu as utilisé, par exemple, la radio, tu vois, tu peux rebasculer sur la radio, etc. Donc, c'est assez pratique quand même d'avoir ça. Par contre, tu peux pas figer. Tu vois, moi, j'aurais bien aimé pouvoir figer CarPlay, par exemple, à un endroit. Ça aurait été quand même assez cool. Et ensuite, tu as ce qu'on va appeler la fenêtre principale ici. Alors, la petite astuce qui est quand même très pratique, c'est que si tu appuies ici, tu peux la maximiser. Ce qui fait que nos widgets ici sont en mode réduit. D'ailleurs, je serais d'avis de les garder comme ça. Et là, donc, tu peux utiliser l'essentiel de la dalle. Ce qui est pratique, par exemple, pour la navigation. Enfin, dès que tu as besoin d'espace, en fait.
Et ensuite, tu as la dernière rubrique qui est en haut. C'est un système de tiroir, hein, comme sur les smartphones sous Android, où tu as accès ici aux fonctions principales d'infodivertissement et ici au réglage de la voiture. Donc là, c'est vraiment les applis, tu vois, et là, les réglages de la voiture. Hein, c'est vraiment deux parties différentes. C'est bien différencié. Alors bon, on est sur un modèle de pré-série. Hein, la voiture n'est pas encore commercialisée et il y a encore quelques ratés. Là, typiquement, si je veux lancer le système de navigation, et ben regardez, 1, ça va planter. 2, 3, hop, ciao. Alors, on a eu aussi des problèmes avec CarPlay Wi-Fi, on en parlera juste après, qui s'est déconnecté comme ça plusieurs fois, impossible de le remettre, même en redémarrant la voiture, on a essayé tout à l'heure. Donc voilà, des fois on peut être un peu bloqué, alors j'espère qu'ils vont régler ça d'ici la sortie, mais ça prouve aussi, tu vois, que voilà, le savoir-faire, par exemple de Tesla, d'autres constructeurs, voilà, il y a tout un niveau de qualité qui est un petit un petit peu différent. Bon, ils ont eu plus de temps aussi pour tester. T'as eu les utilisateurs bêta-testeurs, hein, n'oublie pas ça. Tiens, je voudrais qu'on revienne ici au niveau de la voiture. Moi, ce que j'aurais aimé, encore une fois, c'est que tu vois, là, les modes de conduite, ça aurait été bien d'avoir un bouton au niveau ici du sélecteur de rapport de mode. Ça aurait, d'avoir ton mode ici, un accès direct, bon, c'est pas grave. T'as ces trois modes, notamment le Untamed, qui est censé libérer toute la puissance de ton Mustang. Bon, on l'a pas trop vu. C'est pas le truc qui te scotche à ton siège. Et là, on arrive à la caméra. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette caméra? Bah que c'est pas au niveau, Idriss, regarde la résolution, il n'y a pas de vue 3D, on voit pas les petits trous tourner. Donc ouais, c'est un peu à minima et c'est un peu ce qu'on trouve sur une Clio quoi. C'est dommage sur une voiture qui coûte jusqu'à 60 000 €. J'aurais aimé une vraie caméra 3D, un peu plus de résolution, puis pouvoir afficher les angles par exemple. Là en plus, c'est une voiture potentiellement, elle peut faire un petit peu de off-road. Donc voilà, un petit peu décevant quand même. Alors tu vois ici, étant donné que tu n'as plus de sélecteur de vitesse ni rien, tu as beaucoup de place, donc c'est cool, hein, tu peux mettre le porte-gobelet qui est ici, tu as un petit rangement, un emplacement aussi pour deux smartphones. Bon, ceci dit, il n'y a que celui de gauche qui recharge, et on a eu une drôle de surprise, c'est-à-dire que quand tu mets ton téléphone comme ça, donc là il est en train de charger. Ça marche avec un Pro Max, hein, j'ai testé aussi. Et quand tu roules, bah forcément ton téléphone il bouge un petit peu, bon ça c'est pas ça le problème. Le problème il est là. C'est la coque de cet iPhone, ce qui fait qu'à chaque fois, on a une notification sur l'écran, comme quoi la charge a été interrompue. Exactement, en fait, je pense que le pad est un peu trop épais, et d'ailleurs, tu peux l'enlever, tu vois ici. Donc en fait, voilà, potentiellement, tu pourrais mettre ton téléphone là-dessus, mais voilà, il va se balader dans tous les sens. C'est pas du tout possible. Alors du coup, Driss, moi, j'ai beaucoup branché l'iPhone, puisqu'en fait, ce petit pad de chargement, il est cool, mais quand tu l'utilises pour CarPlay, il faut qu'il stream, enfin, il consomme beaucoup d'énergie, et finalement, ce qu'on récupère ici, c'est 5 watts, c'est vraiment le minima, et du coup, ton téléphone se charge pas trop, donc voilà, ça peut être quand même un petit peu pénalisant. Bon, le truc qui est assez cool, c'est que tu as les deux types de ports, type A et type C. Donc bon, tu peux voir venir. Hein. Et tu as la même chose à l'arrière. Pas besoin d'adaptateur, pardon. Et effectivement, tu as les deux. Tiens, regarde le message chargement interrompu, alors qu'on ne roule même pas. Donc tu vois, le téléphone est pourtant bien installé. Ça c'est dommage, hein. Il faut enlever la coque quand même. Moi j'ai pas du tout envie. Et moi ce que j'aimerais c'est de ne plus avoir cette notification. Bon, puisque c'est modal, voilà, il bloque la cartographie quoi. Donc tout un tas de rangements ici. Tu vois, un vide-poche. Donc non, niveau accueil, c'est vraiment bien. Et puis, bon, moi je vais revenir là-dessus, là, ce petit habillage de tissu que tu retrouves dans les portières également. Tu vois, c'est quand même super bien fini. Hein. Là, t'as pas à te plaindre. Et effectivement, il y a encore des plastiques durs. Tiens, tu l'avais vu, le rangement encore en dessous. Là. Il y a encore un petit rangement en dessous. Encore un vide-poche si tu voulais. Non, c'est une voiture qui a beaucoup d'espace à bord pour le. Donc c'est bien foutu. Et puis tu vois là, ils ont quand même gardé ce petit côté, ce plastique glossy là. Un peu laqué. Mais bon. Il n'y en a pas trop, donc ça t'évitera, contrairement à la Model 3. Bon, alors certes, il n'y a rien pour le fermer, mais bon, ça t'évitera les traces de rayures. Et une dernière chose sur cet écran, c'est que, tu vois, là, on a mangé un bon burger bien gras, et pour autant, il marque pas trop niveau traces de doigts. Franchement, on les voit pas, et même à l'écran, d'habitude, on les voit beaucoup à l'image, bah là, pas du tout. Bon alors Didier, Android Auto ou CarPlay? Ah bah, tu sais d'où on est, nous, hein, à bonne école. Allez, goût. Bon, ouais, c'est pas très beau quand même, hein. C'est pas super bien intégré, mais ça a le mérite d'exister, on va dire. Écoute, je trouve que l'intégration elle est plus réussie quand tu bascules l'affichage en foncé, parce qu'on peut opter pour un affichage foncé. Donc là, l'intégration sera un peu plus réussie. Donc effectivement, CarPlay. Alors, on peut quand même mettre Waze ici et puis la carte de la voiture là-bas, mais par contre, on peut pas avoir la nav en même temps. C'est-à-dire, tu peux pas avoir de la nav sur Google et puis sur la voiture. Il faut choisir l'un ou l'autre. Non, ce qui est dommage, parce que c'est vrai que souvent, tu voudrais te baser sur le système de ton smartphone, qui est parfois plus efficace
efficace que celui de la voiture parce qu'il y a quelques ratés, comme tu as pu le constater. Et oui, effectivement, de temps en temps ça plante un peu. Donc voilà, moi j'ai eu des bugs avec CarPlay Wi-Fi qui refusaient de se lancer. Et donc il faut mieux passer par le filaire qui est un peu plus fiable et qui permet aussi de charger ton téléphone un peu plus rapidement si tu veux qu'il arrive à 100% quand tu arrives au bout. Et regarde Didier, même la voiture là, tu vois, il y a une petite animation, les phares qui s'allument. Bon, ça sert à rien mais c'est sympa. Elle est pas rouge, hein, t'as vu? Bon, écoute, elle est blanche, tu vas t'en contenter. Et donc là, écoute, on a tout un tas, c'est très dense hein, quand même le menu, tu as énormément de choses. Bon, après, honnêtement, c'est ta voiture, tu vas prendre le pli, tu vas t'y habituer, tu sauras où sont les différentes fonctionnalités. Moi, ce que je voulais te montrer, c'était un menu qui me plaisait bien, c'est ça. Écoute, c'est ta consommation lors du trajet. Et pour le coup, je trouve qu'ils ont fait les choses encore très bien. Parce que regarde, tu peux avoir donc des informations sur ta conduite. Est-ce que tu fais une éco-conduite ou est-ce que tu conduis comme un pilote? Bon, toi, t'es plutôt... ça va, t'es bien là, 0. Ce que j'aime bien aussi, c'est on se pose souvent la question de savoir, tiens, combien ça consomme le fait que j'utilise le chauffage, le fait que je recharge ceci, cela. Bah là, tu vois, on a des informations. Et tu as également la consommation, donc 23 kWh au 100 km. Alors, ça peut paraître élevé comme ça, donc tu as roulé quoi Didier? Près de un peu plus de 2000 km. Bah écoute, là regarde, 800 sur le dernier ordinateur de bord. Depuis que la voiture a été prêtée à des journalistes, on a à peu près cette conso là aussi sur 3500 km, donc on peut dire que c'est une conduite mixte, hein. On a fait nous beaucoup d'autoroutes aussi. Voilà, moi Tesla effectivement est plutôt à 19-20, mais c'est une Model 3, voilà, c'est des voitures plus basses. Moi je trouve ça élevé parce que j'avais fait 24 avec un EQC qui est un vrai char d'assaut, pardon. Ceci étant, en ce moment, on a fait cet essai en région parisienne notamment, et puis toi, tu es donc descendu dans le sud de la France, et il faisait des températures sub-0. Hein. On était à -5 à Paris, donc forcément, ce sont les pires conditions pour une voiture électrique. Tu vois la donc je pense que tu peux faire mieux. Exactement. Il te le met, hein, température extérieure, l'impact direct, et puis l'usage de la clim qui peut monter à 20%. Moi j'ai eu des pics à 20%, donc 20% c'est quand même pas rien sur la consommation. Bon Driss, il y a pas mal de réglages. Alors c'est cool parce qu'on peut vraiment rentrer dans les détails, hein, tu vois, avec les unités de mesure, avec un certain nombre de profils, des assistances au conducteur que tu peux activer ou pas. Moi je trouve ça bien parce que tu vois, on a eu des alertes, il y a eu plein de choses effectivement qu'on pouvait activer ou pas. Donc voilà, en fait l'intérêt de ces grands écrans, c'est aussi que ça permet un accès à tout ça. Hein. Alors là, ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est super dense. Bon, en même temps, s'il y accède une fois, hein, tu paramètres tout ce que tu veux et puis après, tu n'y reviens plus. Mais faut reconnaître que quand même c'est très bien présenté. Tu vois, t'as toujours une arborescence qui est très logique. Donc c'est pas non plus compliqué, hein. T'as pas besoin d'être un crack en informatique pour comprendre. Les rubriques sont toutes traduites, c'est très clair, hein. Tu sais exactement à quoi correspond chaque bouton. Donc voilà, c'est bien fait, mais effectivement, il y a beaucoup de réglages. Ta voiture a sa carte SIM embarquée, tu peux faire un point d'accès Wi-Fi et tu as aussi les mises à jour. Donc là, on nous a promis qu'il allait y avoir des belles mises à jour comme chez Tesla. T'es pas obligé d'aller chez le garagiste pour les faire. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux programmer ta mise à jour, parce que ce serait quand même bien dommage d'avoir une mise à jour qui t'empêche de démarrer ta voiture. Exactement. Alors Didier, si tu ne veux pas ou ne peux pas utiliser les boutons, tu as quand même la commande vocale, donc tu as le bouton de raccourci ici, mais tu as aussi, comme Google Home ou avec Siri, les raccourcis vocaux. Alors on va essayer. Ok Ford, règle le chauffage à 21 degrés. Bon donc tu vois, hein, là le chauffage est réglé à 21 degrés. Ok Ford, coupe le chauffage. Tu n'as pas dit le mot magique Driss. Emmène-moi au 55 avenue de Versailles à Paris. En fait tu vois, quand ça marche pas comme ça 2-3 fois, après t'arrêtes de l'utiliser. Je pense que le développement d'un assistant, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, il faut des années de développement. Et c'est pas pour rien que Ford va passer bientôt sous Android, là on est encore sous Sync 4. C'est parce qu'on veut Google Assistant tout simplement, et on veut qu'il pilote aussi tout ce qui est dans la voiture. Donc là, je pense que c'est le système qu'on aura pendant 1 ou 2 ans, le temps que Google arrive, que Android Automotive arrive. Bon Didier, il y a quand même 2-3 choses qui te manquent à toi, hein, pour profiter de ton grand écran. C'est plus que, voilà, quand t'as Tesla qui a du Netflix, qui a YouTube, déjà rien que d'afficher de la vidéo en streaming, c'est quand même assez cool. Même un petit Apple Music, Spotify natif par exemple. On a vu aussi des jeux, tu vois, là la nouvelle Model S, elle va avoir des jeux AAA. Tu passes quand même du temps dans cette voiture en faisant les charges, donc c'est intéressant de pouvoir occuper aussi les passagers, je trouve. Ouais, comme dans la Honda i aussi, qui a une entrée HDMI qui te permet de vraiment bien utiliser, mettre à profit ton écran. Bon après, moi je t'avoue que ça me dérange pas. Après, c'est une mise à jour logicielle et j'arrive à vivre sans. En revanche, ce qui me manque un peu plus, c'est que tu vois, se servir des caméras pour avoir une fonction comme le mode sentinelle, ce serait quand même
j'aime bien. Ça aurait été cool. Alors, faut pas oublier que ça, dans 2 ans, sera remplacé par Android. Alors peut-être pas dans cette version. Voilà, ceux qui achètent la Mustang aujourd'hui, ils auront peut-être pas Android. Mais du coup, tu vas bénéficier de plein d'applications. Et c'est pour ça aussi que les constructeurs se dirigent vers ces systèmes-là. Mais voilà, en attendant, on va dire qu'il y a du potentiel, que s'ils veulent mettre des applis, ils peuvent, et que potentiellement le meilleur reste à venir. Bon alors Didier, c'est l'heure de faire le bilan. T'en as pensé quoi de cette Mustang Mach-E? Écoute, franchement, j'ai adoré autant le look, la puissance, la conduite, vraiment très très sympa. Les gens se retournent dans la rue, donc vraiment une voiture très très attachante. Toute la partie techno, bah écoute, il y a tout le potentiel. Je pense qu'il va y avoir des mises à jour, notamment sur l'application. Voilà, toute la connectivité, elle est là, il y a ce qu'il faut. Donc on attend évidemment un petit peu d'update. Et puis bah, c'est une voiture, je dirais, qui a quasiment tout pour plaire. Alors seul regret peut-être l'autonomie, tu vois, sur autoroute. Je pense que c'est un petit peu juste du fait de ne pas pouvoir charger comme ça à plus de 80%. Et d'ailleurs, c'est la recommandation qu'on vous fera. Si vous voulez opter pour cette voiture, faut prendre la grosse batterie. Alors pour le reste, effectivement, Ford a vraiment réussi son coup. C'est une voiture, moi je la classe dans mon top 5 des voitures électriques. Il manque juste un petit quelque chose. Effectivement, tu as ce mode, le mode le plus puissant, le mode de conduite. T'es pas scotché à ton siège, donc t'en attends quand même plus de la part d'une Mustang, mais pour le reste, c'est vraiment une voiture très réussie. Allez les amis, en tout cas, si vous avez aimé ce petit test, on n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.